La Vague d'OVNI, tous les mardis soirs à partir de 23h et le dimanche de 14h à 16h. Une série produite par Didier Deplège, Alexandre à la réalisation. Nous sommes en compagnie de Francine Fouéré, comme il y a de cela presque 20 ans, 18 ans exactement, nous avions consacré une émission avec elle et son mari, René Fouéré, une émission sur Krishnamurti d'une part et sur les activités du GEPA. Autrement dit, on va aborder les phénomènes OVNI avec Philippe Muller pour la première partie et Robert Roussel pour la seconde partie. C'est le choix de Francine Fouéré d'être accompagnée de ces deux personnages. Première partie, donc, l'intérêt que portait René Fouéré à ce personnage qui est Krishnamurti. Krishnamurti est parti en 1986, René Fouéré nous a quittés en 1990, et donc je rappelle que cette émission, avec lui et Francine Fouéré, cette première émission sur l'antenne d'Ici et Maintenant, avait eu lieu en 1988. Alors, pour présenter Philippe Muller, le premier interlocuteur, disons que lui, depuis 20 ans, est l'un des éditeurs et rédacteurs en chef de la revue Le Troisième Millénaire. C'est une revue, disons, de bibliothèque d'excellente qualité qui s'honore de signatures vraiment prestigieuses. Je veux dire que la liste des abonnés à cette revue doit être très enviée parce qu'elle compte tous ceux qui en France sont concernés par la spiritualité sous tous ses aspects. Et c'est un travail remarquable d'éditer cette revue depuis 20 ans. Donc soyez-en félicités, Philippe Muller qui nous rejoint maintenant. Merci, bonjour à toutes et à tous. Eh bien oui, ça fait 20 années en fait que nous œuvrons à cette revue Troisième Millénaire et cette rencontre de ce soir, c'est un petit peu comme un anniversaire aussi avec cette rencontre qu'il y avait eu il y a 20 ans maintenant avec René Fouéré, qui a été l'un des premiers participants à ce premier numéro qui démarrait en 86, en mai 86. Nous rendions précisément avec ce premier numéro un hommage à Krishnamurti qui venait de partir. Et Troisième Millénaire arrivait en rendant avec ce premier numéro un dossier d'hommage à Krishnamurti avec pour signature, entre autres, René Fouéré. Donc je suis très heureux de voir Francine aujourd'hui et de pouvoir m'entretenir avec elle sur cette partie importante de la passion qu'a portée René Fouéré toute sa vie, on peut dire, hein, et qui l'a amené à approfondir et surtout à faire connaître en français, en version française, l'œuvre de Krishnamurti. Alors, les présentations du côté de Philippe Muller sont faites. Juste un mot pour établir un contact avec l'édition de la revue. Il y a une adresse Internet, il y a aussi une adresse postale. Alors, l'adresse Internet, rapidement, évidemment, c'est www.revue3emillénaire.com. Pour le site, l'adresse postale Troisième Millénaire, les Milleries, LES, plus loin MI2LERIS, 89 520 Fontenoy, NOY à la fin. Très bien. On redonnera ces coordonnées en fin de cette première partie d'émission. Et précisons que la revue donc est trimestrielle et que son abonnement est de 30 €. Voilà, représente 30 € annuels. Parfait. Donc, si on peut contribuer modestement à faire connaître cette revue, elle est vraiment prestigieuse. Je vous remercie beaucoup. Alors, Francine Fouéré, vous êtes heureuse de cette rencontre téléphonique avec Philippe Muller et le bien qu'il a dit déjà? Très heureuse, parce que le travail qu'ils font avec une équipe dynamique, comme j'ai dit, est vraiment très, très beau. C'est un travail de qualité, avec des photos, un papier, tout ça. C'est une très, très belle revue. Et ça prend beaucoup de temps, évidemment, et je trouve que toute l'équipe a le mérite de faire quelque chose de valable et qui sera valable même en dehors du temps. Alors, nous allons évoquer Krishnamurti et René Fouéré. René Fouéré qui a côtoyé Krishnamurti en votre compagnie pendant près de 60 ans. Il a traduit une bonne partie des entretiens de Saanen en Suisse, et il a publié plusieurs ouvrages, et vous lui rendez hommage en publiant vous-même Bienveillance au courrier du livre, hommage à René Fouéré, qui est un livre, disons, compagnon, complémentaire de ce qui avait été publié jusqu'à présent, toujours au courrier du livre, dans la mesure où ça rassemble des articles, des notes
et puis des anecdotes aussi de René Fouéré sur le personnage de Krishnamurti, les raisons de son intérêt. Alors, comment aborder Krishnamurti, Philippe Muller? Je vais vous laisser cette tâche un peu difficile de tenter de cerner le personnage et ce qu'il apporte. Oui, c'est en fait un peu difficile parce que je ne suis pas historien. Il faudrait presque parler de Krishnamurti en tant qu'historien. La seule chose que je peux rappeler, c'est que Krishnamurti a été trouvé sur une plage en Inde, a été reconnu, on pourrait dire peut-être, là je mets un peu le terme entre guillemets, peut-être par des dons de clairvoyance de certains hauts théosophes de l'époque, puisque c'est dans la société théosophique. Oui, la rencontre sur cette plage de théosophe Leadbeater, sa découverte par la brillance de son aura, dit-on. Oui, dit-on. C'est quoi, c'est 1919, Francine? Avant. Ou un peu avant. En tout cas, c'est tout au début du XXe siècle. Hein. Et cet homme tout à fait remarquable a tout à fait au début, alors qu'il était dans le cadre éducatif, si je peux dire, de la société théosophique, auprès de personnes qui avaient beaucoup d'affection à son égard et qui l'ont vraiment sorti un petit peu de la misère, une misère physique, une misère, lui et son frère Nitya. Donc cet homme tout à fait remarquable, ou en tout cas qu'il est devenu, a subi à un moment donné une grande peine, une grande souffrance, à savoir que son frère n'a pas supporté les premières années où il a été recueilli en Occident. Et son frère est décédé donc assez jeune. Krishnamurti, qui était sûrement dans une approche spirituelle via la théosophie, était certainement, là ce sont des hypothèses que j'aimais, était certainement conduit à une certaine connaissance de soi, en tout cas, c'est ce qui est évoqué par les représentants de la société théosophique de l'époque, comme par exemple Annie Besant, qui était un petit peu comme sa mère théosophe, ou voire peut-être, entre guillemets, sa mère spirituelle. Donc on peut supposer que Krishnamurti était déjà dans une certaine recherche, mais en tout cas, la révolution du silence, pour reprendre un des termes de ses ouvrages, qui s'est produit en lui, vient d'une remise en cause radicale de tout le système, disons, traditionnel de la spiritualité théosophique, à savoir de la relation de maître à disciple, à savoir d'une certaine autorité livresque qu'il a remis, on pourrait dire, radicalement en cause. Oui, parce que la société théosophique fondait les plus grands espoirs dans le personnage pour fonder un ordre enseignant. Voilà, pour fonder un ordre spirituel avec à sa tête Krishnamurti, qui devait être un peu comme le nouveau Messie, et c'était quand même c'était assez messianique, la théosophie de l'époque, avec Krishnamurti entre ses mains et pour être mis à sa tête, si on peut dire. Hein. Alors, là où il y a eu aussi un basculement dans l'ordre des choses temporelles, c'est que suite à cette révolution du silence, comme on disait tout à l'heure, pour citer un de ses ouvrages, où on pourrait dire suite à cette libération du connu, pour citer encore un autre titre de ses ouvrages, qui fut publié par la suite, Krishnamurti a remis complètement en cause la relation traditionnelle maître-disciple, autorité quelle qu'elle soit livresque, qu'elle soit de personne à personne, voilà. C'est ça que l'on peut retenir comme phénomène un petit peu social et spirituel de la remise en question. Hein. Oui, effectivement, ça a créé un choc au sein de la société théosophique lorsqu'il a volé de ses propres ailes et dénoncé cette relation maître-disciple que l'on attendait de lui, du moins on attendait qu'il l'entretienne. Voilà. Alors là, cette remise en question qu'il y a eu a fait, là on parle un petit peu de choses extérieures, pas proprement sur l'enseignement de Krishnamurti, mais enfin ça permet de resituer. Hein. Donc il y a des théosophes qui ont de ce fait abandonné la théosophie pour suivre Krishnamurti, d'autres qui sont restés un petit peu entre les deux, et d'autres qui ont eu l'impression que Krishnamurti en fait était le Messie qui pouvait être avait échoué et s'était orienté vers autre chose, peut-être vers une approche plus politique en fait. Hein. Il y a eu, on pourrait dire, ces trois aspects-là peut-être. Ce que j'apprécie beaucoup dans l'œuvre de René Fouéré, c'est que vis-à-vis de la théosophie, il n'y a jamais de récrimination. Quoi. À la fois, René Fouéré a su reconnaître la dimension indépendante, la dimension libératrice
de Krishnamurti envers lui-même, et qu'il a essayé de porter après comme guide auprès des autres. Attention, pas comme maître spirituel, disons bien les choses, hein, mais on peut dire comme guide, quoi. Là, on pourrait revenir sur cette notion-là un peu plus tard. Mais ce que René donc a bien remarqué, c'est que il n'y avait pas en fin de compte, à amener une critique, voire malveillante, vis-à-vis de personnes qui pouvaient être restées au sein de la société théosophique, sans peut-être bien comprendre ce qui se passait, ou en tout cas la nouvelle position de Krishnamurti. Qui date, elle, de 1929. Voilà. Hein? Mais alors René Fouéré lui-même, et là je m'adresse à Francine, avait une prédisposition d'adolescent envers la mystique, un intérêt assez marqué, étant jeune, pour finalement le dogme catholique au départ. Tout jeune, il s'est toujours intéressé aux questions d'ordre spirituel. Il était né en Bretagne, donc dans un milieu catholique, et il pensait que c'était la religion de tout le monde. Et puis, à l'âge de 14 ans, son père ayant changé de port d'attache, ils sont allés à Bordeaux. Et là, il a fait connaissance de jeunes théosophes. Il a été très surpris de voir qu'au fond, ces nouvelles façons de voir le monde lui ont apparu plus intéressantes que là où il était dans le milieu catholique. Si bien que, même s'il a renié après la foi catholique, il n'a jamais critiqué les prêtres qu'il avait éduqués ou quoi que ce soit. Et quand il est devenu même, il s'est intéressé à la théosophie, mais quand il s'est intéressé à Krishnamurti, il n'a pas non plus dénigré les théosophes ou autres. Je me souviens que quand il avait rencontré Radha Burnier, il avait trouvé que c'était une femme remarquable aussi. C'est la présidente des sociétés théosophiques mondiales. Donc, il était déjà intéressé à une recherche d'ordre spirituel. Il cherchait à comprendre ce monde, à comprendre pourquoi on l'avait jeté dans ce monde, quelle était sa signification. Il a toujours été un chercheur dans tous les domaines, d'ailleurs. Alors, pour la société théosophique, le maître mot, c'était la hiérarchie. Et c'est ce que Krishnamurti a cassé, qu'il a refusé d'assumer. Il y avait, dans l'Église catholique, il y a toujours l'aspect dogmatique, et c'est ce qui a volé en éclats dans la pensée de René Fouéré, dans son approche. À la fois satisfait de voir que il ne passait pas du dogme à la hiérarchie, mais en la personne de Krishnamurti, il découvrait un tout autre abord de la spiritualité, plutôt de voir en la personne de Krishnamurti un miroir, plutôt que l'importance donnée par certains au messager lui-même. Oui, et ce qu'il a apprécié, c'est qu'il pouvait faire une recherche sans s'occuper, si on peut dire, de la personne de Krishnamurti. C'est cet enseignement qui l'a intéressé, et non pas de suivre un personnage. C'est tout à fait dit, et c'était important en début d'émission. Philippe Muller. Oui, justement, dans ce beau livre Bienveillance que Francine Fouéré vient de publier, par le courrier du livre, il y a plusieurs témoignages, et en particulier, évidemment, le témoignage de René Fouéré de sa rencontre avec Krishnamurti. On voit bien qu'il ne s'agit pas pour René d'une rencontre ou d'une séduction philosophique, hein, ou d'une séduction à travers des textes, mais en fait, d'une certaine libération. Il y a un passage, par exemple, qui est très court, où René rencontre Krishnamurti, et il découvre que ce vide intérieur qu'il a toujours fui, parce que comme tout homme, ce vide intérieur, il le fuyait à travers une idéalisation du spirituel, à travers une recherche de l'au-delà imaginé. Et Krishnamurti l'amène, par un entretien direct, à réaliser que ce vide qu'il fuit est en fait un véritable trésor. C'est le plus extraordinaire trésor que l'on possède au monde. Et je cite un petit peu justement cette phrase-là qui se trouve dans cet ouvrage. Francine peut-être peut nous en dire un peu plus. Je crois que là, il y a vraiment, à ce moment-là, une découverte de la profondeur de l'enseignement. Et encore une fois, pas de l'enseignement sur le plan évidemment philosophique, parce que cet enseignement, comme tous les écrits, peut être abordé de cette manière-là, cette manière philosophique. Mais là, dans le vécu lui-même, quoi. Francine peut peut-être compléter ce que je dis là. Oui, Francine? Oui, René, dans le texte « Ce que je dois à Krishnamurti » que j'ai repris dans ce livre Bienveillance, au fond, montre que pour la recherche même spirituelle, on ne peut compter que sur soi-même et non pas sur quelqu'un d'autre. Ne pas suivre. Et faire soi-même son chemin.
Et ensuite, ce que j'aime, c'est quand il parle toujours de la prise de conscience. Il raconte même ce texte que quand on est sur une route et qu'on vous dit que le chemin n'est pas bon, vous arrêtez tout seul. Vous n'avez pas besoin d'un commandement ni d'un effort quelconque. Vous vous arrêtez parce que vous prenez conscience que ce chemin ne mène pas là où il faut. Donc pour René Fouéré, ce qui était important, c'était la prise de conscience. C'était cette notion, et surtout, il me parlait toujours que l'effort n'est pas quelque chose de bon, parce que quand on fait un effort, il y a une division en soi. Il y a une partie de vous qui veut faire quelque chose, et une autre qui résiste. Donc vous ne faites pas un acte complet, vous n'êtes pas entièrement dans ce que vous faites. C'est ces notions que René, au fond, a saisi grâce à ce qu'il pouvait comprendre de l'enseignement de Krishnamurti. Oui, cet aspect de l'enseignement de Krishnamurti, qu'il a appelé, ou peut-être même le terme a été traduit par René, puisque René traduisait dans le bulletin de l'association, la Fondation Krishnamurti en France, traduisait de nombreux entretiens ou de nombreuses conférences. Et donc, ce terme que Krishnamurti utilisait, la fragmentation, il a montré que nous sommes fragmentés. Et à partir du moment où nous sommes fragmentés, où notre attention ordinaire est identifiée à l'un des fragments, par exemple, pour être concret, par exemple, le désir de s'améliorer, le désir d'être, peut-être d'avoir de meilleures relations avec les siens, avec les uns les autres. Ce désir-là, en fait, est un fragment en moi auquel je suis identifié, avec toute la bonne volonté qu'il peut y avoir, avec tous les efforts que je peux éventuellement mettre en œuvre. En général, c'est assez rare, on fait pas beaucoup d'efforts, mais enfin, imaginons, avec les efforts que je peux mettre en œuvre, eh bien, en fait, je ne peux qu'aboutir à la représentation d'un idéal, d'un être mieux, mais par aucun moyen de ce type, la révolution du silence ou encore ce que Krishnamurti appelle le changement créateur peut s'opérer. Changement créateur qui est encore d'ailleurs un autre titre d'un des ouvrages de Krishnamurti. Une fois, René m'avait dit que la liberté, c'était l'absence de contradiction intérieure. Et je trouvais ça très bien parce qu'effectivement, cette absence de contradiction intérieure amène toute une liberté. On peut donc s'observer et penser que c'était en s'observant qu'on pouvait comprendre quelque chose dans ce monde. Et surtout, ce que René aimait dans cet enseignement, c'était non seulement cette compréhension de soi-même, mais la compréhension d'autrui. Prendre autrui comme il est. Accepter l'autre tel qu'il est. Oui, ça c'est un point aussi très important que d'ailleurs Krishnamurti, que René a parfaitement compris, prenait cette image, cette analogie, ce qui est même plus qu'une analogie, c'est une vérité, mais enfin dans un premier temps on peut le saisir comme une image ou comme une analogie, à savoir que chacun d'entre nous est toute la société et le monde dans son ensemble, avec toutes ces violences possibles, avec toutes ces violences qui sont potentielles ou actuelles, avec toutes ces peurs, avec tous ces désirs, avec tous ces appétits, ces déceptions, chacun d'entre nous porte la fragmentation de toute l'humanité. Et ça, c'est un point qui est essentiel, car il montre qu'à partir de là, évidemment, il n'y a pas de celui qui sait et ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas celui qui peut décrire le moyen d'en sortir, et ceux qui cherchent le moyen d'en sortir. Parce qu'en fait, à partir de là, toute description ne fait que repeindre les murs de la prison. Et Krishnamurti a été parfaitement averti de cela. C'est pour ça qu'il, en fin de compte, il montrait du doigt, si on peut dire, en ce sens-là, c'était un guide et non pas du tout un gourou, mais il montrait du doigt ce que n'est pas, ce que n'est pas le changement créateur, et ce que sont, en fin de compte, tous ces petits changements passagers, qui sont en fait des réactions à ce qu'on voit en nous, ou à ce qu'on voit dans la société, ou à ce qu'on voit dans tout ce qui se passe, évidemment, plus ou moins médiocre dans le monde. Ne sont que des réactions. Et en fin de compte, c'était aussi un homme, comme René l'a fait, qui posait des questions. Y a-t-il une action juste? Mais pour cela, il y a tout un débroussaillage qui consiste à voir que ce que je pense, ce que je souhaite, ce qui m'inquiète, tout ça, ce sont que des réactions. Même la recherche du bonheur. Absolument, absolument. Là, qu'est-ce que la recherche du bonheur? René, dans ses ouvrages, détaille précisément tout ce qu'il appelle le mécanisme du moi, dans le cadre de la recherche du bonheur, dans le cadre que le moi sait,
c'est construit, parce que le moi, en fin de compte, ce n'est même d'ailleurs qu'un cadre, hein, un cadre en mouvement, plus ou moins, bien évidemment, où les contours sont amenés à changer, mais de toute façon, ça reste toujours encadré dans sa prison. Même si le cadre, on a beau y mettre des dorures, ça reste toujours une prison et c'est toujours enfermé dans un cercle. Un cercle dans lequel il y a toujours un centre, qui est le moi, l'ego, qui se place par rapport aux autres moi qui sont autour de lui, dont il a des images, qui lui renvoient à des images de lui-même. Et tous ces mécanismes de l'ego, tous ces mécanismes de la fragmentation du moi, sont présentés, proposés par Krishnamurti au cours de peut-être des milliers d'entretiens et de conférences qu'il a donnés de par le monde, et sont extrêmement bien détaillés par René Fouéré, en particulier dans son ouvrage intitulé La Révolution du réel. Oui, Philippe Muller, c'est effectivement proprement révolutionnaire. J'attrape le mot au passage pour m'en resservir, parce que les personnes auxquelles on s'adresse connaissent assez peu Krishnamurti, voire pas du tout, et ça doit être extrêmement déstabilisant pour eux d'entendre ce discours, montrant que la quête du bonheur et l'attente de réalisation d'une image projetée et finalement, au fond, n'a aucun sens, si ce n'est représenter une impasse. Voilà. Donc c'est très déstabilisant, de même que lorsqu'on reprend cette parole de Krishnamurti disant la quête du rien, finalement, doit être rétablie, mise en avant, la quête du rien, n'être rien. C'est infiniment choquant. Bien sûr. Voire piégeant aussi, parce que celui qui nous écoute sans avoir réfléchi à ces questions, et ils sont nombreux dans ce cas, peut se dire, mais au fond, vous voulez carrément faire exploser mon ego. Alors, je ne peux pas courir après rien. C'est une dépersonnalisation. Ça va à l'inverse de tout ce que cette société, de la pression sociale, de tout ce qu'elle nous apprend en nous conditionnant. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi chez Krishnamurti un esprit très libre. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un esprit libre, finalement, particulièrement dans le milieu scientifique, c'est quelqu'un pour qui il est évident que tout se ramène à la matière. Croire, penser un au-delà, c'est complètement subjectif, ce sont des illusions. C'est ce que pense aujourd'hui un esprit libre, disons scientifique. En fin de compte, chez Krishnamurti, il y a une telle liberté d'esprit, ce que René avait évidemment parfaitement compris, qui lui aussi avait cette liberté d'esprit de recherche, une telle liberté d'esprit que l'on peut poser des hypothèses absolument inouïes, à savoir la possibilité d'une réalité, d'un éveil de l'intelligence, qui est encore là un autre titre de ses ouvrages, une autre possibilité de conscience libre, au-delà même de tout le système cérébral. Et à ce point de vue-là, l'apport de Krishnamurti dans le domaine de la spiritualité est parfaitement novateur, parce que finalement, il anticipe déjà ce que deviennent un peu aujourd'hui et ce que sont en train de se mettre en place un peu aujourd'hui, ce qu'on appelle les sciences cognitives. D'ailleurs, Krishnamurti avait des relations, des entretiens fréquents avec des scientifiques de haut niveau à l'époque. Dont David Bohm. Entre autres David Bohm en physique et d'autres chercheurs en psychiatrie, en biologie, Rupert Sheldrake qu'il connaissait bien également, Fritjof Capra, autres physiciens qu'il a rencontrés, enfin, etc. Donc il avait évidemment des entretiens réguliers. Il y a un suivi, si on pourrait dire, d'entretien, de questionnement avec ces chercheurs de très haut niveau. Et la question, parmi les questions qui se posaient, c'est y a-t-il une dimension, finalement, non cérébrale de la conscience? Mais aborder cette dimension non cérébrale de la conscience, paradoxalement, ça implique de constater que tous les idéaux spirituels que l'on a se réduisent à des images de la pensée cérébrale. Ça peut paraître un peu inouï de dire ça comme ça. Mais ça implique cette constatation abrupte, authentique, honnête. Et là, il y a un pas effectivement à faire, honnête. Et donc, ça prédispose déjà à une action juste, et non à une réaction comme on l'évoquait tout à l'heure. Lorsqu'on commence à se rendre compte un petit peu, et là, c'est vrai que c'est dur de le dire, mais qu'on se rend compte qu'on est piégé. Et vraiment, c'est vrai que c'est dur de le dire. Mais par exemple, un homme comme René Fouéré, c'est arrivé à un grand désespoir qu'il a entrevu une possibilité d'immense liberté.
Et en cela, d'ailleurs, il reprend sur le thème du désespoir, le courant existentialiste de l'époque de gens comme Sartre qui reconnaissait, Sartre par exemple, qui disait que la vie véritable commence au-delà du désespoir. Et Krishnamurti, ça ce sont des pensées absolument extraordinaires que met en polarité René Fouret quand il cite maintenant Krishnamurti en disant « Seul l'esprit qui est dans le désespoir peut découvrir la vérité ». Et là, on voit, autant chez de grands philosophes, ou un grand philosophe comme Sartre, mais il y en a bien sûr eu d'autres, des intuitions remarquables qui répondent à ce vécu spirituel qu'a porté de manière très pure quelqu'un comme Krishnamurti et qu'a parfaitement compris quelqu'un comme René Fouret. Très bien. On va marquer une pause, Philippe Muller et Francine Fouret. On va écouter un très court extrait qui va nous donner un petit peu la sensation à l'écoute de Krishnamurti. On va l'écouter en anglais, juste pour l'ambiance. On va pas s'amuser non plus à traduire le propos. C'est juste un échantillon que je vous propose maintenant. Merci. Meditation is the approach to this problem of living. Either you can treat meditation as an escape from life, that is, retire into some monastery, put on a garb of some special kind, and withdraw from the whole complex life. And there are such schools which offer escapes. Both in India and in Asia, there are these schools which offer a method, a system, a way which will give perhaps a great sensitivity, perhaps if one is sufficiently silly enough to have visions, to perpetuate the same old sordid life and escape altogether into some mysterious metaphysical existence. There is that approach to that word with its meaning. Or meditation is the living, not an escape, not an abstraction of life with all its delight, with its sorrow and despair, and an escape, an avoidance, a metaphysical, mystical, non-realistic, but romantic escape. So, we are not, at least the speaker is not, using that word as a means of escape, but rather to understand the very existence, the whole meaning of life. I think that has great meaning. And meditation becomes then a benediction, an extraordinary thing that one must understand very deeply. And if one has time this evening, afternoon or what it is, we might perhaps go into it together. La vague d'OVNI, vous me direz jusqu'à présent une guère question d'OVNI, non, il est question de Krishnamurti en première partie d'émission, et tout à l'heure, en compagnie de Robert Roussel et de Francine Fouret, nous évoquerons l'autre aspect qui a passionné René Fouret, qui n'est donc pas avec nous depuis une vingtaine d'années maintenant, puisqu'il nous a quittés en 1990, l'autre aspect qui passionnait René Fouret, donc il sera question d'OVNI un petit peu plus tard. Nous disposons encore d'une grande demi-heure à passer en compagnie de Philippe Muller par le moyen du téléphone et en compagnie dans ce studio de Francine Fouret. L'émission qui a lieu régulièrement le mardi soir à partir de 23h est rediffusée le dimanche de 14h à 16h.
Philippe Muller, nous en étions donc à la spécificité de Krishnamurti. Ceux qui ne l'ont pas connu ne pourront apprécier que par des comparaisons. Exemple, lorsque on est en quête de vérité, on a des questions nombreuses à poser sur, par exemple, la réincarnation, l'après-vie. Or, Krishnamurti était particulier en cela qu'il écartait systématiquement ce genre de questions. Alors, bien sûr, ces questions, les questions, je dirais, n'étaient pas écartées. C'était plutôt les réponses qui n'étaient pas données. Krishnamurti a la particularité de ne pas écarter de questions, mais de porter le questionneur à se connaître lui-même, et non pas à se nourrir de mauvaises réponses. Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise réponse? Là, c'est un terme qui m'est personnel, Krishnamurti n'aurait sûrement jamais parlé comme ça. Mais disons, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise réponse? C'est une réponse qui va m'amener à me représenter, à imaginer les choses. Sur la réincarnation, sur l'au-delà, je peux bien sûr puiser dans des ouvrages, des représentations, des images, voire même des concepts assez fins au besoin, et donc je peux en faire un but à atteindre, ou en tout cas, je peux espérer par ces représentations que je vais avoir, ou par ces concepts que je vais avoir. Par exemple, si je prenons des concepts assez fins, je dis l'au-delà, c'est une lumière extraordinaire, intemporelle, éternelle. Bon, là, ce sont des concepts plus fins que des images, et c'est ça que je vais trouver au bout de ce chemin qui est ma vie. Et là, déjà, en fin de compte, j'oublie l'essentiel, c'est que ma vie, elle est là maintenant. Pour reprendre le titre de votre radio, elle est là, ici et maintenant. Et c'est ici et maintenant qu'il va falloir que j'apprenne à découvrir tout le processus de ma pensée, qui cherche évidemment des réponses et qui se pose évidemment des questions, parfois même de manière très brûlante, mais qui se fourvoie, qui se trompe, qui fait erreur en se satisfaisant et en allant chercher des réponses par le moyen de la représentation mentale, par le moyen du souvenir qui sera entretenu sur ce que j'aurais lu, etc. Parce que ce qu'il y a derrière tout ça, et là Krishnamurti était très direct là-dessus, c'est la raison pour laquelle il était souvent mal compris et assez rebutant par la voix abrupte, directe qu'il préconisait. Car il dit, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est simplement la peur. Nous avons peur. L'ego, la pensée, tout le mécanisme de la pensée, c'était le terme qu'il utilisait, les mécanismes de la pensée, sont sous-tendus par la peur. La peur que la pensée s'arrête, la peur de la cessation de la pensée. Et pourtant, il y mettait cette hypothèse. La libération du connu, c'est la cessation de la pensée. C'est quelque chose d'absolument inouï. C'est une hypothèse qu'on peut la prendre comme telle. Mais dans le cadre des sciences cognitives que j'évoquais tout à l'heure, en supposant Krishnamurti, en étant à l'avant-garde finalement des questions qui se posent en sciences cognitives, c'est, pour reprendre encore notre terme, c'est purement révolutionnaire. C'est un changement total de vision du monde au sein des sciences cognitives. Il y a d'ailleurs des chercheurs qui tentent de s'y orienter, mais ils font bien sûr pas l'unanimité, disons. Hein. Alors, est-ce qu'on peut parler de méthode et faire un rapprochement avec, par exemple, la méthode Nisargadatta Maharaj ou Ramana Maharshi, qui finalement renvoie au questionneur, ou dans certaines histoires zen, par exemple, renvoie au questionneur, mais qui pose la question? Assez frustrant, mais tranchant comme un rasoir. La méthode, elle peut être assez libre, assez spontanée dans le discours qu'on a chez certains maîtres zen, même d'autres qui vont pas répondre, mais qui vont peut-être tourner le dos, ou qui vont, comme on dit, montrer la lune, par une gestuelle particulière. D'autres, comme Ramana Maharshi, qui renvoyaient au je suis et qui invitaient certains de ses interlocuteurs, finalement, à être attentifs au fait d'être au je suis. Oui, ou d'où vient la question. Voilà, ou d'où vient la question, absolument, d'où vient la question. Krishnamurti, qui est, à ce point de vue-là, plus proche de la démarche scientifique, même s'il la dépasse largement, nous verrons tout à l'heure pourquoi, préconise une méthode, c'est l'observation. L'observation de soi. Sauf que,
l'observation de soi, comme méthode, est absolument extraordinairement subtile, extraordinairement simple à la fois, et pour nous qui tentons de cheminer, extrêmement complexe. Parce que observer quoi, comment? Et Krishnamurti, à ce moment-là, commence à inviter, à l'époque, ses interlocuteurs, ses auditeurs, à découvrir la difficulté de l'observation de soi et le fait, parce que c'est un fait psychologique, de notre fragmentation, pour reprendre encore ces termes, que lorsque nous observons quelque chose qui apparaît en nous, par exemple une certaine anxiété, ou par exemple, il prenait parfois l'exemple d'une très belle voiture. Il faut dire là un peu en aparté, Krishnamurti connaissait extrêmement bien les moteurs de voiture. Et il savait, paraît-il, moi je l'ai jamais vu faire bien évidemment, mais il savait entièrement démonter un moteur de voiture et le remonter. Oui. Ça c'est un petit aparté, c'est une anecdote un peu amusante. Pour le Dalai Lama, ce sont les pendules et les horloges. Ah bon, alors chacun son truc. Chacun a des spécialités dans la machinerie. L'attrait mécanique, tu vois. Voilà. Alors, il montrait en fait cette particularité de la fragmentation, de notre fragmentation psychologique, c'est que quand nous observons donc un désir, donc il démontait tout le mécanisme du désir, un désir qui conduit à une certaine inquiétude, on se dit non, faut que je me calme un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'observateur en moi a vu le désir, l'inquiétude, l'agitation physique au besoin, ce qui est perceptible, comme un objet observé. Et donc notre observation se déroule dans la dualité, dans la séparation entre l'observateur et l'observé. Et ça fait partie de ce cheminement qu'il a appelé apprendre à observer. À un moment donné, au cours des années où il transmettait cet enseignement toujours neuf, il a émis cette nécessité d'apprendre à observer. Alors, sur le terme apprendre, là, il y aurait beaucoup à dire, parce que ce que nous entendons nous par là, c'est souvent accumuler de l'information. Évidemment, il ne s'agit pas du tout de ça. Hein. C'est d'ailleurs sur cette approche neuve d'apprendre que les écoles Krishnamurti ont pu être fondées et se développer. Là, c'est encore une aparté. Et pour revenir donc sur cette fragmentation de l'observateur et de l'observé, qui est en fait aujourd'hui un petit peu le problème incontournable des sciences cognitives et en particulier de ce qui s'appelle en philosophie, la branche nouvelle de la philosophie qui étudie les sciences, de l'épistémologie. C'est un peu le problème incontournable. Y a-t-il observation vraie des phénomènes? Y a-t-il observation vraie de soi-même? Bon, là, je pose simplement la question, c'est la question qui se pose actuellement en épistémologie. Et il n'y a pas vraiment de solution, pour l'instant tout du moins. Hein. Sauf que Krishnamurti émet à ce moment-là cette hypothèse absolument extraordinaire. Il dit qu'il y a une observation possible sans observateur. Et l'observation sans observateur, c'est l'éveil de l'intelligence, c'est le seuil de la libération du connu. Voilà. Oui, le rayonnement de la conscience. Le rayonnement de la conscience. Donc il y a quand même cette méthodologie que dans troisième millénaire, on se plaît à appeler une antiméthode. C'est une méthodologie antiméthodique, qui est quand même l'observation. Alors, Krishnamurti, par cette voix un petit peu, qu'on pourrait dire, qui a été perçue par beaucoup de gens comme une voix un peu sèche, en fait. Abrupte, oui. Abrupte, mais même, on dirait, un peu sèche. Beaucoup de gens se sont détournés, en fait, de cette approche, de cette méthodologie antiméthodique. Déjà dit comme ça, on sent que c'est un peu intellectuel, comme on dit aujourd'hui, c'est un petit peu lourd. Mais en fait, pas du tout. Ce que malheureusement, les gens qui se sont détournés n'ont pas perçu, c'est ce que Krishnamurti appelait l'attention qu'il y a à mettre dans cette approche, et cette attention qui va, à un moment donné, lorsqu'on voit presque cette impasse entre l'attention à l'objet observé et l'observateur qui est attentif, là on voit il y a une impasse là-dedans. Et à un moment donné, l'attention, ça devient une flamme, ce qu'il a appelé la flamme de l'attention. Et cette flamme de l'attention, pour je sais plus s'il faut l'appeler un chercheur spirituel, parce que là il est plus à chercher midi à 14h, comme on dit, hein. Là, le chercheur spirituel, il est le cherché, comme on dirait dans l'Advaita Vedanta. Hein. Eh bien, cette flamme de l'attention, elle engendre aussi une grande passion
Et c'est un terme que Krishnamurti affectionnait également et qu'il transmettait aussi. Donc en fait, cet enseignement qui pouvait être abrupt, un peu rebutant, de l'observateur, de l'observer, de la fragmentation psychologique, enfin des termes un peu, on pourrait dire un peu techniques, mais tout à fait pour l'époque d'aujourd'hui en tout cas, eh bien était porté, et il en était le témoin vivant, de cette passion. Et René Fouéré en était aussi un des témoins, de cette passion de l'éveil finalement, de cette passion où il n'y a plus la recherche d'images mentales, la recherche d'idéaux qu'on voudrait actualiser, mais c'est la découverte. C'est une recherche qui est une découverte en même temps. C'est un peu inouï, mais enfin c'est comme ça. C'est une recherche qui est à la fois découverte et qui ouvre sur ce que Krishnamurti a appelé le silence, la présence intemporelle du silence, ce qu'il appelle aussi à d'autres moments l'abolition du temps, attention, du temps psychologique. Parce que ça, on n'a pas mentionné cette notion particulière que présente Krishnamurti et qu'a très très bien dans certains ouvrages, dont La Révolution du réel, explicité René Fouéré, c'est tout le temps engendré, le temps psychologique, qui n'est pas le temps du monde, le temps des affaires. Et c'est ce temps psychologique qui engendre la souffrance. Là, en fait, en disant cela, on revient un petit peu au point de départ. Oui, tout à l'heure, Philippe Muller, vous disiez que le désir était une matière observée, si on peut dire matière. La souffrance, tout aussi bien, est un portail d'observation, une porte d'entrée. D'observer sa souffrance. Et là, ça montre aussi, j'ouvre une parenthèse, la méthode d'un contemporain comme Eckhart Tolle. Mais c'est un autre chapitre. On sent que la conscience, la manifestation de la conscience qui nous a quittés en 86 avec Krishnamurti, partout en action, en manifestation, est actuellement représentée par un Eckhart Tolle. Oui, et pas seulement. Bien sûr. Mais bien sûr. Et toujours, la porte d'entrée, ce n'est nulle part ailleurs que ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Et si ici et maintenant il y a souffrance, eh bien, il n'y a aucune échappatoire possible. Ça, c'est le point fort qu'a découvert René Fouéré en lui-même, à un moment où il souffrait. Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai lu à travers les témoignages de ce bel ouvrage Bienveillance, hommage à René Fouéré par Francine Fouéré. Au courrier du livre. Voilà. J'aimerais ajouter Francine Fouéré. Quelques points. D'abord, je remercie Philippe Muller de tout ce qu'il a dit, parce que c'est vraiment très, très intéressant. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu Krishnamurti, j'aimerais signaler que en France, on peut voir à Paris des vidéos au centre krishnamurtien, dont voici l'adresse: Association culturelle Krishnamurti, 7 rue Général Guillain, dans le 11e, Paris 11e. Téléphone 01 40 21 33 33. Parce qu'on peut passer des vidéos et comme ça les gens peuvent découvrir Krishnamurti en train de parler. C'est dommage, ça n'existait pas du temps de Bouddha, mais c'est intéressant d'avoir au moins ce témoignage maintenant historique. Francine Fouéré, vous faites allusion aux 18 entretiens avec une télé américaine ou vous faites allusion à des vidéos tournées à Saanen en Suisse? Il y a les vidéos de Saanen, mais il y a des vidéos de partout. Voilà. Et justement, il y a une richesse de vidéos incroyable. Ils sont en train de les remettre pour que, comme les moyens techniques changent, ils remettent ça sur comme il faut. Et alors, il y a une amie, Gisèle Ballet, qui fait chaque année des réunions sur exploration de l'œuvre de Krishnamurti. Et ça a lieu cette année du 5 août au 19 août à Schönried, près de Saanen. Il y a 2 semaines d'études. La première semaine, qu'est-ce qui nous empêche de vivre pleinement le présent? La deuxième semaine, comment intégrer amour et liberté. Et je trouve que c'est intéressant que des gens qui ont entendu parler de l'enseignement et ceux qui n'en ont pas encore entendu parler se rencontrent, parce que les échanges sont toujours très intéressants. Et c'est ce que René Fouéré me disait aussi. Il rapportait ce propos de Krishnamurti, que toute rencontre humaine est toujours un processus d'éducation mutuelle. Et je trouve ça très important, cette façon de voir les choses. Philippe Muller et Francine Fouéré, pour souligner le côté un peu abrupt, Krishnamurti marquait parfois à Saanen sa surprise de voir revenir après années les mêmes visages, en leur disant, peut-être pour les choquer, les bouleverser, mais enfin, que venez-vous chercher, que vous ne sachiez déjà encore cette année?
Eh bien, j'avais posé la question à mon mari, je dis pourquoi tu reviens écouter Krishnamurti? Il m'a dit c'est comme une statue. Tantôt il y a une partie qui est éclairée, tantôt une autre, et c'est jamais répétitif. Que quand Krishnamurti parlait aussi bien de la mort, de la vie ou autre chose, c'était toujours nouveau. Je me rappelle ce propos sur la mort, il disait à quelqu'un, vous avez peur de mourir parce qu'on n'avait vraiment pas bien vécu. Je trouvais, il disait donc toujours, quand il parlait même de ces sujets, il y avait toujours quelque chose de nouveau. Une des phrases, Francine Fouéré, que vous faites revenir à plusieurs reprises dans cet ouvrage Bienveillance, c'est « Nous sommes différents, mais ne sommes pas séparés ». C'est très important, c'est ce que Krishnamurti avait dit à René une fois devant moi, et je trouvais que ça m'a beaucoup aidé dans l'enseignement, ça aussi. Nous sommes tous différents et non séparés. Je trouve que Krishnamurti, ce qui m'a intéressé chez lui, c'est ses théorèmes psychologiques en dehors de sa personne. Krishnamurti est mort et tout, mais les théorèmes sont toujours valables. C'est ça qui m'a intéressé personnellement dans cet enseignement aussi. On retrouve Philippe Muller. Philippe Muller, comment essayer de faire comprendre Krishnamurti en employant d'autres mots, de les amener à le découvrir? En employant d'autres mots. D'autres images, d'autres aspects de cette relation. Ça paraît évidemment un peu difficile. Là, je vais reprendre un point important. À qui s'adresserait Krishnamurti? À qui s'adressait-il? À plusieurs reprises, il l'indique, qu'il s'adresse à des gens qui ont une certaine maturité, comme il disait. Une certaine maturité. C'est-à-dire à des personnes qui ne venaient pas pour se nourrir d'images sécuritaires sur l'au-delà, le devenir, la réincarnation qu'on a mentionné tout à l'heure. Ils venaient pas pour apprendre, au sens où ils venaient pour accumuler une sorte d'enseignement qui va leur permettre de se conforter dans une vision du monde, dans une vision du monde matériel puis spirituel, mais donc des gens qui avaient déjà une certaine maturité, c'est-à-dire des personnes qui s'étaient déjà rendues compte qu'ils étaient porteurs eux-mêmes de certaines illusions. L'illusion, par exemple, de rencontrer le grand amour. Attention, je ne veux pas dire que le grand amour n'existe pas, bien sûr que le grand amour est une réalité, et heureusement. Mais, je veux dire, le grand amour, que l'amour n'existe que dans une relation d'image à image, que dans une relation de sécurité. Que l'amour et finalement la jalousie, c'est un peu son pendant, faut faire avec. Ou que l'amour, pour s'arranger en couple ou entre amis, eh ben il faut qu'il y ait des compromis. Ça, ce sont nos petits arrangements humains. Mais quelqu'un qui a une certaine maturité vis-à-vis de ces types de comportements qu'il voit chez les autres, qu'il a vis-à-vis d'eux, il a une certaine désillusion. Il se rend compte également, quelqu'un qui a donc ce début déjà de cette maturité, que finalement, la vie est souffrance. Allez, disons le mot, j'hésitais à le dire, et là on retrouve évidemment cette approche radicale dans tout le bouddhisme, bien sûr, hein, que la vie donc est souffrance, la vie extérieure, la vie intérieure, la façon dont on essaie d'arrondir les angles, tout ça, ça fait partie de souffrances plus ou moins grandes. C'est même fondateur dans le bouddhisme. Absolument, c'est le fondement même, hein, de découvrir ce qu'est la souffrance, la nature de la souffrance. Avec l'impermanence. Et là, absolument. Mais dans un premier temps, donc la nature de la souffrance. L'impermanence, je pense que ça devient déjà après, quoi, je pense. Hein. Enfin, tout peut être lié, évidemment, hein, mais déjà la nature de la souffrance. Et la souffrance, c'est pas simplement d'être malheureux pour telle et telle raison. Et les raisons, on peut en aligner. Hein. C'est le fait d'être malheureux. Voire même d'accumuler parce que c'est destiné à disparaître et on va le perdre. Tout à fait. Donc là, des gens qui constatent déjà, qui commencent déjà à appréhender la nature, on pourrait dire, de la souffrance, sans en avoir vu le fond, bien sûr, ni même sans avoir vu l'envers du décor, sans quoi ils n'ont plus besoin de s'adresser peut-être à Krishnamurti. Mais donc, ils sont encore quand même dans les décors, si je peux dire. Eh bien, ce sont ces personnes-là à qui s'adressait Krishnamurti, en tout cas, c'est ce qu'il dit à plusieurs reprises. Alors, on peut évidemment supposer, bon, puis comme de toute façon, on citera personne, bien évidemment, mais que les personnes à qui s'adressait en disant vous revenez toujours et indéfiniment, c'est toujours les mêmes personnes que je vois, peut-être, moi j'aimais cette hypothèse, que ces gens-là n'avaient peut-être pas la maturité requise.
Et bon, c'est tout. Point final, je referme la parenthèse, il n'y a personne à condamner. C'est simplement, suite à la question que vous posiez, j'aimais cette hypothèse. Hein. Oui, cela dit, on ne peut pas les blâmer non plus. Absolument, pas car, du tout. Tant Pas qu'à du aller tout. quelque part, pourquoi pas ici, comme on relit un livre dont on découvre à chaque fois des aspects inédits qu'on n'avait pas perçus au début. Il n'y a personne à blâmer du tout. Absolument pas. Simplement, c'est qu'évidemment, l'enseignement de Krishnamurti, il s'adresse à ces gens qui ont une certaine maturité, et en l'occurrence, comme tout enseignement spirituel, en fait, hein, disons-le, il peut pas s'adresser à notre névrose. C'est ça qu'il faut dire. Il peut pas s'adresser à nos complexes et à notre moi en tant que complexe, comme pouvait dire Jung. Puisque pour Jung, le moi est un complexe. De toute façon, certains mots seront déclencheurs pour une partie de l'audience. Oui. D'autres mots l'année suivante seront déclencheurs pour une autre partie. Chacun est sensible aux mots ou à l'image employée pour enclencher le déclic. Tout à fait, tout à fait. Donc, ces entretiens de Sanen, Francine Forêt, avaient été précédés d'entretiens en Belgique, à Bruxelles, chez Robert Linssen avant tout. Il y a de ça bien des années. Il y a très longtemps, Robert Linssen avait organisé en 1956 la venue de Krishnamurti à Bruxelles. Et puis Gisèle Ballet, qui donc organise maintenant ces réunions de Sanen, avait été chargée en 1980 déjà d'organiser à Sanen des réunions de Krishnamurti jusqu'à sa mort en 1985. En 86, il n'y a rien eu du tout parce que Krishnamurti n'était plus là. Mais en 87, à partir de 87, des réunions ont été organisées parce que beaucoup de gens avaient envie de se retrouver pour discuter de ces choses-là. Donc c'est tout un travail aussi. Je trouve que c'est bien qu'on continue à parler de cet enseignement. Il y a une revue qui est remarquable, une revue qui est éditée en Hollande, qui s'appelle The Link. Le lien, par conséquent. Le lien, voilà. Et c'est une revue remarquable, avec des photos admirables de Monsieur Friedrich Grohe, et des textes non moins remarquables de gens qui continuent à s'intéresser à la question. L'adresse, c'est difficile pour moi de la lire parce que c'est en hollandais, et alors je passe à... Ah mais j'aurais le même problème. Non, c'est imprononçable. Non, je peux donner l'email par contre, kli@kmail.ch. Kmail, ça s'écrit kmil.ch. Donc, je suggère à ceux qui veulent prendre contact avec cette revue de simplement adresser un courrier à KLI, c'est en majuscule, kli@kmel.ch. Tout à l'heure, vous avez parlé de névrose, et j'aurais eu envie de signaler en 2 mots un texte remarquable de Krishnamurti. Les livres que je préfère, moi, de Krishnamurti, c'est les commentaires sur la vie, parce que c'est très vivant. Il y a toujours une partie poétique au début, puis après il y a quelqu'un qui vient poser des questions à Krishnamurti, et Krishnamurti a toujours une façon élégante de répondre. Entre autres, il y a la page 241 dans le tome 2, la psychanalyse et le problème humain. Il y a un psychiatre qui vient consulter Krishnamurti. Il lui dit, écoutez, pendant des années, j'ai soigné une patiente et jamais elle n'a guéri. Et puis là, elle a eu l'occasion de vous écouter et au bout de quelques conférences, elle est devenue guérie. Qu'est-ce que vous avez comme procédé pour arriver à ce résultat? Donc, Krishnamurti dit, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Je cherchais à l'adapter à ce monde. Et Krishnamurti dit, vous trouvez que ce monde est admirable pour qu'on cherche à adapter quelqu'un à ce monde? Bon, il y avait déjà beaucoup d'humour. Et en définitive, Krishnamurti donne un conseil qui est valable, je trouve, dans toutes les maladies, névroses, tout ce qu'on veut. Il dit qu'au fond, la meilleure façon de soigner, c'est l'amour. Et je trouve cette conclusion remarquable, au fond. L'affection, la bienveillance, c'est ce qui manque le plus dans ce monde. Et ce texte, donc, de Krishnamurti sur commentaires sur la vie est vraiment très, très sensible et très beau. Bien, effectivement, vous avez laissé entendre que la conclusion était satisfaisante. On arrive au terme de la première partie de l'émission. Alors, ça va être le moment de redonner un certain nombre de références. Qu'est-ce que l'on conseille, Philippe Muller, comme ouvrage au courrier du livre concernant Krishnamurti? Se libérer du connu? Bien sûr. Il y a un ouvrage un peu monumental qui a dû être réédité, je connais pas l'éditeur, c'est L'éveil de l'intelligence. Là, c'est un ouvrage assez monumental où Krishnamurti s'entretient avec des étudiants et avec des scientifiques, un psychiatre, avec David Bohm, donc ce grand physicien du XXe siècle. De physique quantique? Oui, un des pionniers en fait de la physique quantique.
Oui, qui avait collaboré au projet Manhattan d'ailleurs. Oui. Oui. Et qui se passionnait pour la théorie de Pribram sur le cerveau holographique. Voilà, qui s'y est passionné à un moment donné, hein. D'ailleurs, qui a fait partie un peu de ces gens qui ont voulu fonder ce qu'on appellerait aujourd'hui un nouveau paradigme. Alors, Krishnamurti ou la révolution du réel a été publié en 1969 par le Courrier du Livre, de même que la révolution du réel en tant qu'ouvrage distinct. Courrier du Livre, je pense qu'ils sont régulièrement réédités, Francine. En 1985, il y a eu une réédition augmentée de la première édition. Mais je voudrais signaler, il y a deux amis qui ont fait tout un travail aussi sur Krishnamurti. Il y a Thierry Casal qui a fait un remarquable ouvrage, 1 kilo, qui s'appelle Lucidité et qu'on peut trouver encore à Opal Édition, 12 boulevard de Strasbourg, à Paris. Et puis il y a quelqu'un qui, de lui-même, a mis sur Internet les textes de René de la Révolution du réel et qui avait écrit un livre, Le Puits, et c'est Gilbert Anken, qui a été édité chez Trédaniel. Et ce livre aussi cherche le vrai chemin qui traverse le vécu quotidien, est approfondissement de la connaissance de soi, donc de l'homme et de l'univers. Parce que c'est bien quand d'autres gens cherchent aussi et apportent quelque chose. Et là, récemment, je viens de recevoir le Lotus Bleu, la revue théosophique. Ils ont mis en première page ce texte que je trouve remarquable. Ils perdent leur santé à faire de l'argent. Et par la suite, ils perdent tout leur argent à tenter de la retrouver. En pensant anxieusement au futur, ils oublient le présent, de sorte qu'ils ne vivent ni le présent ni le futur. Finalement, ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Magnifique. C'est Confucius. Toujours très actuel, ce Confucius. J'aimerais bien mentionner aussi cette femme remarquable, Vimala Thakar. Ah oui. Qui, Vimala Thakar. Oui. Elle-même, pendant plus de nombreuses années, a continué à s'entretenir avec des personnes autour du monde, avec des groupes d'étudiants, des chercheurs, et qui a quand même eu sa révolution du silence par sa rencontre avec Krishnamurti et la compréhension qu'elle a eue de cet enseignement. Hein? Elle a écrit d'ailleurs Un éternel voyage. C'est mon mari qui a traduit ce texte parce que j'avais trouvé ce texte si beau qu'il me disait, je dis, il y a que moi qui l'entends, je veux que tout le monde soit au courant. Et Gérard Nizet, l'éditeur du Courrier du Livre, a accepté de le publier. Je trouve que c'est un ouvrage remarquable, Un éternel voyage, de Vimala Thakar. Vimala, V-I-M-A-L-A, Thakar, T-H-A-K-A-R. Oui, une femme remarquable. Et j'aime bien parce que j'ai pu m'entretenir avec elle. Ça m'intéressait de parler avec une femme aussi, parce qu'il y en a pas beaucoup qui s'intéressent parfois à ces questions. Et elle m'avait donné, si je peux dire, un conseil, agir là où on vit, plutôt que de partir en Inde ou ailleurs, agir là où on se trouve. J'avais trouvé ça très bien, entre autres. Oui, ou faire 10 000 kilomètres pour s'apercevoir que la vérité n'a jamais cessé d'être là où nous étions. Et alors, le 3e millénaire a son site internet. On va redonner également l'adresse postale. Philippe Muller, c'est l'adresse internet www.revue3e-millénaire. En un seul mot. Voilà. Avec comme adresse postale, 3e millénaire, les Milleries, L-E-S plus loin M-I-2-L-E-R-I-S, 89 520, Fontenoy. Alors, je recommande vivement de s'abonner à cette revue, voire de tenter de récupérer des anciens numéros. Il y en a 78. Oui. Et le 79 va apparaître donc à la fin de ce mois, à la fin du mois de mars, et marquera les 20 années, les 20 années de travail bénévole. Là aussi, je le souligne, on l'a pas mentionné, puisque nous avons tous diverses professions par ailleurs. Nous sommes l'équipe de 5 personnes à y œuvrer donc bénévolement depuis maintenant 20 ans. 20 ans, oui. C'est vraiment remarquable. Lorsqu'on est accroché et qu'on veut se procurer les anciens numéros, j'imagine que certains sont encore disponibles. Oui. Magnifique revue de bibliothèque, disons. D'excellent papier, une mise en page, une maquette et
et des photographies, des illustrations toujours remarquables, un souci de l'iconographie extrêmement frappant. Et donc, vous aurez un aperçu sur le site internet revue 3E millénaire en un seul mot.com. Philippe Muller, on va se quitter maintenant. Merci. En vous remerciant cette évocation donc de Krishnamurti, toujours vivant. Merci à tous. Au revoir à toutes et à tous. Merci Philippe Muller. Merci beaucoup Philippe. Fin de cette première partie d'émission en compagnie de Francine Fouéré. Il est prévu d'aborder maintenant l'autre pôle d'intérêt de René Fouéré tout au long de sa vie, à savoir les ovnis.